Et là, on a le plaisir d'accueillir des gens que vous avez, un club en tout cas, que vous avez déjà entendu le plaisir d'entendre dans l'émission, parce que on vous a vu il y a quelques mois, les gars, et Yves-Marie, il est un spécialiste de Ghostbusters également. Spécialiste, c'est un bien grand mot. Je suis un fan. Voilà, je suis un fan de la première heure de la franchise. Moi, je suis de 79, donc j'ai grandi avec les films. Voilà, 79 en force. Yeah. Comme Stéphane. Bon, on peut pas critiquer alors. Et donc je fais partie de l'association Ghostbusters France, comme je l'avais dit dans une précédente interview avec vous. D'ailleurs, on peut le dire à nos auditeurs, ils l'ont entendu cette semaine, on en parlait quand on s'est croisés sur le festival. Oui, tu me disais tout à l'heure. On l'a mis en rediff cette semaine juste avant de faire notre direct, donc vous avez pu réécouter les gars, parce que c'est vrai que c'était justement dans ce type d'événement que Thomas et Nicolas avaient fait le son en votre compagnie. Et c'est vrai que là, on avait envie de parler de cosplay justement en ta compagnie, parce qu'on en voit partout. Et on imagine à quel point être fan au point de vouloir recréer le personnage, c'est quelque chose de vraiment fascinant pour tout le monde. Alors là, ça va, chez Ghostbusters France en tout cas, on va au-delà du cosplay, c'est-à-dire que on ne reproduit pas nous des personnages, on est des Ghostbusters. D'ailleurs, moi sur ma combinaison, on voit c'est mon nom. Okay. C'est pas Restans ou Peter Venkman. Parce que Hoffman, ça fait super-héros aussi. Ah, c'est moi Hoffman. Et c'est ça aussi, chez Ghostbusters, on est tous des super-héros. Oui, et tout le monde peut être un Ghostbuster, donc c'est top. Donc ouais, chez Ghostbusters France, en fait, on part du principe que les Ghostbusters existent. Et nous, on est la franchise française, voilà, de l'équipe Ghostbusters. Alors c'est vrai que c'est un matériel, c'est vraiment un costume vraiment impressionnant. D'ailleurs, on voit un Ghostbuster dans la rue, a priori, on le reconnaît. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont appelé pour des missions, pour des caves, des greniers dans l'agglo orléanaise? Alors, au niveau d'Orléans, personnellement, non, parce que moi je viens de Bretagne. Là, je me déplace ici parce que Génération Multivers, c'est les copains. Hein. C'est vrai que dans Ghostbusters, on la voit pas cette scène où ils ont un truc à faire à San Francisco alors qu'ils sont de New York. Ça, c'est galère. Ouais, non, c'est clair. Mais oui, c'est déjà arrivé qu'on fasse appel à nous. Et très sérieusement. C'est vrai, en plus, c'est vrai que c'était une vanne, mais je me dis, il y a peut-être une vraie question derrière. Écoute, très sérieusement, je ne faisais pas encore partie de l'association, mais c'est une anecdote qu'on m'a racontée. Il s'avère qu'il y a quelques temps, les Ghostbusters France ont participé à un salon qui était un salon du paranormal. Allez. Et ils ont des gens du public, des visiteurs, qui très sérieusement leur ont demandé de venir faire des détections de fantômes et tout ça chez eux. Donc les gars, ils étaient un petit peu circonspects forcément, tu vois. Ils étaient là pour présenter leur franchise, les films et tout. Ils étaient pris au premier degré. Ils se sont retrouvés un petit peu le bec dans l'eau à pas savoir quoi répondre. Mais voilà, c'était la petite anecdote rigolote. Donc oui, ça arrive, mais c'est très anecdotique. Ouais. Sinon, qu'on fasse appel à nous pour des conventions ou des événements. Oui, pour des anniversaires, pour des événements. Après qu'on se soit vu justement, il y a eu la sortie du film, l'avant-première des SOS Fantôme l'héritage. Et on a participé avec d'autres associations Ghostbusters, Ghostbusters Project notamment. On a participé à l'animation au Grand Rex pour l'avant-première avec la voiture du film qui était, enfin une réplique de la voiture du film qui était dehors, qui appartient à un collègue qui s'appelle Eric. Tous les gars en tenue, pack sur le dos, à accueillir le public, à faire des photocalls, à faire des photos avec le réalisateur également qui était là, Jason Reitman. Ça c'est fantastique, justement là on voit vraiment la passion, à quel point ça nous mène. Voilà, donc on fait des événements comme ça, on fait quand Playmobil a sorti sa gamme Ghostbusters, ils ont fait appel à Ghostbusters France pour faire l'animation sur plusieurs semaines d'ailleurs. Dernièrement, on a des collègues qui sont allés à la Paris Games Week sur le stand de Ilphonic, je dis pas de bêtises, qui a sorti le dernier jeu. J'ai un truc là d'un coup. Ce sont des amis. Sur le stand du producteur du dernier jeu Ghostbusters pour faire l'animation pareil. Voilà, donc en dehors des conventions comme ça où on est juste là pour partager avec le public, pour présenter ce qu'on fait, c'est le cas, on fait aussi appel à nous pour des animes. Alors Nicolas, une question très sérieuse, mais moi du coup je voyais le modèle économique de l'asso, donc j'imagine que voilà, vous avez plus d'activités en représentation qu'en chasse à fantômes, comme on dit. Ça doit être à peu près 2% de votre budget. Ouais, non, les chasses à fantômes, c'est... Et puis bon, les fantômes qu'on voit maintenant, ils sont devenus à la mode, les gens veulent plus trop les chasser. Ouais, bien sûr. Ils préfèrent garder des maisons hantées, ça fait venir des visiteurs. Alors là, on n'a même pas un bouffetou
surtout aux côtés du food truck sur le festival. Alors Nicolas, Oui. qui faisait partie de l'expédition avec Ouais. Thomas quand on Il y a a vu 2 ans maintenant, ouais. le La plaisir de faire fameuse ce soir. expédition. Incroyable expédition. On s'était rencontrés il y a quasiment 2 ans et on avait parlé du film, donc du dernier film. Oui. Et je voulais savoir si depuis la sortie du film, ça a relancé un peu plus l'activité de l'assaut. Mais carrément, Ouais, écoute, c'est on- pas compliqué. L'année dernière, on a fait énormément de salons au sein de l'assaut. Il y a eu beaucoup de salons. Et personnellement, moi, c'était comme je dis, je suis assez jeune dans l'association. J'y suis depuis un petit peu plus d'1 an. L'an dernier, j'ai fait à titre personnel, que ce soit avec plusieurs membres de Ghostbusters France ou en solo, comme là aujourd'hui, je suis en solo, mais je représente quand même l'assaut. J'ai dû faire 12 ou 13 événements sur Ah oui. l'année. D'accord. Ce qui reste quand même assez conséquent, quoi. Pour une franchise qui date des années 80 à la base. Voilà. Mais oui, ça a énormément relancé le truc. Et on le voit au niveau du public. Parce que on a toujours les fans de la première heure qui viennent nous voir. Mais maintenant, on a des enfants qui nous reconnaissent. Parce que forcément, avec l'équipe de jeunes, d'enfants qu'il y a dans Afterlife, dans l'héritage, ça a attiré du jeune public qui ont regardé l'héritage, qui ont aimé, qui du coup ont revu les anciens, ont découvert les anciens. Et voilà, on revient sur le devant de la piste. Et quand tu partages avec eux, c'est quoi ce qui fait venir vraiment les plus jeunes? C'est l'héritage ou Afterlife, ou quand ils parlent des anciens, comment ils en parlent des anciens films? Alors, est-ce que effectivement l'action est plutôt assez tonitruante et beaucoup plus léchée évidemment dans Afterlife que dans les premiers films, parce que je trouve qu'ils se le valent. temps, ça se vaut, mais le temps il a quand même fait son œuvre finalement. oh non, t'es dur. Les Je méchants, suis pas les- dur. Ah non, 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 justement- je suis pas dur parce que moi je suis vraiment la génération des 2 Mais premiers oui. où là Non, je trouve que je peux les alors, regarder à fond. justement, Dès que ça passe quelque part à la télé, je zappe pas. Là, je suis en sur le fait, film quoi. si Afterlife a attiré les enfants, Ouais. c'est parce que tout simplement les enfants n'avaient pas vu les vieux. Ouais. Tout bêtement. C'est pas une question de ça a vieilli ou autre, parce que je reviendrai là-dessus après, mais pour finir avec les enfants, dans Afterlife les a attirés parce que film récent, des enfants à l'honneur, les parents le montrent plus facilement. Ouais. Et du coup, maintenant qu'ils ont vu ça, les parents leur parlent de l'ancien film et ils voient les anciens. Voilà un petit peu le cheminement. Parce que nous, quand on l'a vu, moi ça me donnait l'impression que quand j'étais un gamin, ça me donnait cette même impression que dans les années 80. Je me dis que celui pour moi c'est vraiment SOS Fantôme 1 et 2. Et je me dis que pour des jeunes publics de maintenant, ils vont en faire celui qui va devenir peut-être leur préféré. Est-ce que c'est le cas? Alors Est-ce c'est que, possible, c'est en- une question de génération aussi. Hein. Souvent, le film qu'on va préférer, c'est celui avec lequel on a découvert une franchise. C'est ça. Parce Voilà. que c'est la surprise, l'effet de surprise. Donc en effet, le jeune public qui a découvert SOS Fantôme avec Afterlife risque de placer Afterlife devant les autres. Après, à titre personnel, j'irai pas mettre Afterlife avant ou après. Et pour moi, il est d'une même qualité Ouais. que le premier. Alors c'est ça, parce qu'on n'avait pas encore parlé quand on s'est rencontrés, parce que pour le coup ça Non, se il faisait n'était pas encore avant. sorti, on l'attendait. Donc maintenant, Tintin. voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu en as pensé une fois que maintenant passé la folie de le Oui. voir aussi, L'euphorie, voilà. l'euphorie, maintenant un peu plus posée, est-ce que tu le revois? Et je le revois, Et comment je le tu revois le revois régulièrement. Oui, je le revois régulièrement avec plaisir. Et pas parce que je suis un hardcore fan. Hein, Ouais. c'est vraiment un film qui est agréable à regarder. Parce que, à mon sens, je suis fan de beaucoup de films, de beaucoup de franchises des années 80-90. Hein. Je suis pas que Ghostbusters. Hein. Oui. Bon, je me suis lancé à fond dans Ghostbusters. Voilà, mais je suis pas que Ghostbusters. Et à mon sens, toute franchise confondue, c'est la meilleure suite qui a été faite. Oui. Tout est intelligemment amené, tout est voilà. Il y a du fan service, c'est évident pour une suite Normal. 35 ans plus tard, hein, enfin bref, c'est évident. Mais c'est du fan service qui est pas lourdingue, Ouais. qui est intelligemment amené. Il y a beaucoup de petits détails qui sont vraiment des Easter eggs cachés, Qui sont pas tu mis vois, en comme avant, ça. oui, voilà. C'est du fan service qui nourrit l'histoire. Les personnages, les nouveaux personnages ont forcément des traits en commun avec les Avec anciens, les anciens, oui. mais tout en ayant quand même leur propre identité qui est bien ancrée dans le film et qui est bien développée aussi. L'histoire en elle-même est une très bonne suite du premier. Hein. On continue dans la chronologie de Gozer, tout ça, c'est une suite qui est très bien écrite. Et Et au niveau des effets visuels, et c'est en ça que je trouve que justement les anciens ont pas mal vieilli,
Les anciens, ils ont beaucoup joué sur des animatroniques de qualité à l'époque. Ils ont fait très peu d'effets visuels, informatiques, parce qu'on était vraiment dans les balbutiements. Donc ils ont fait avec ce que les gens savaient faire, c'est des animatroniques. Et ils étaient très bien pour l'époque. Et l'intelligence de Jason Reitman, donc fils d'Ivan Reitman, qui a réalisé Afterlife, fils de son père. l'intelligence qu'il a eue, c'est avec les équipes techniques, c'est de réutiliser ces effets visuels pour qu'il y ait une vraie continuité visuelle entre les anciens et le nouveau. Donc on n'a pas ce choc des générations entre les vieux en animatronique et les nouveaux 100% CGI, écran vert et compagnie. Alors j'ai deux questions moi. J'en ai une complètement consternante et une plutôt moins consternante quoi. Tu veux laquelle? Tu veux la consternante ou pas? Commence par la consternante. Alors la consternante, est-ce que tu fais la cuisine? Je fais la cuisine. Alors quand tu fais la cuisine et que tu tombes sur ton verre doseur, est-ce que tu penses toujours au méchant de Ghostbusters? Parce que moi ça me le fait. Quand tu fais la cuisine et que tu tombes sur ton verre doseur, est-ce que tu penses toujours au méchant de Ghostbusters? Parce que moi personnellement ça me le fait. Le verre doseur. Doseur le destructeur. Doseur le destructeur. On y pense forcément. Il est fort. Et ben non, tu vois. C'est pas vrai. Parce Non, que moi ça par me le contre, fait. À chaque fois que je casse un œuf, que je fais tomber un œuf, Voilà. je repense à la scène. Voilà. Bon, voilà. Ça c'était la concernante. Donc ça c'est fait, on est tranquille. Et la deuxième, c'est justement on parlait de cosplay et de costume et on parlait de ce passage entre les années 80 et aujourd'hui. Oui. Le costume, le costume des années 80. Donc là on le voit même avec ce que tu as des circuits imprimés des années 80. Comment justement tu vois les costumes et les personnages d'aujourd'hui évoluer par rapport à cette construction, même on le voit avec la station. Le Est-ce détail que, est complètement en termes de fou. cosplay, le design va forcément changer, la conception des costumes aussi. Comment quand on est cosplayer, on le voit ça? Et ben alors, les costumes, en fait, faut savoir qu'on fait partie de ces rares cosplayers à pas fabriquer nos costumes. D'accord. Tout simplement parce que les combinaisons qu'ils ont utilisées dans le film sont des combinaisons de l'armée de l'air américaine. Donc on les trouve dans les surplus Ok. militaires. Et il faut, par contre, ça devient compliqué à trouver parce qu'il faut trouver le bon modèle avec la bonne trame du tissu, tout ça, quoi. Quand t'es vraiment un zinzin comme nous. La seule chose, c'est que tu vois, moi, par contre, je n'ai pas le gabarit d'un pilote de l'armée de l'air. Je ne rentrerai même pas dans un cockpit. Donc, j'ai acheté le mien. C'est les cockpits qui sont trop petits. Ouais, les cockpits sont trop petits, c'est ça. C'est ça. Non, le mien, je l'ai acheté chez Magnoli, pour pas faire de pub, qui font des répliques de costumes de films. Et c'est donc une réplique que j'ai achetée chez eux parce qu'elle était vraiment de qualité. Mais par contre, je pense au surplus militaire, mais quand on en trouve, on en achète par pelletée entière, histoire d'être sûr de les avoir, parce que si c'est assez compliqué de chiner un peu. Ça va, on arrive à en trouver. Il y a beaucoup maintenant de, comme je dis, de fabricants qui se sont remis à en faire parce que c'est tout. Ils savent que c'est du Ghostbuster, ça plaît et tout, voilà. Ouais. Donc non, on les trouve. Les combinaisons, on les trouve. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à trouver. Ce qu'il y a de plus compliqué à trouver, ça va être tout ce qui est électronique. Oui. Quand tu veux, les cartes électroniques de l'époque. Pour te donner une idée, tu vois là ce que je porte à la ceinture là. Oui, alors. Ce qui, alors là, ça, on est à la radio, petite description, ouais, voilà, vas-y, fais-nous une description. Ce qui s'appelle la Gizmo Belt dans le film, c'est un accessoire qu'il porte à la ceinture dans le film. D'ailleurs, on le voit juste en accessoire, il ne l'utilise pas. Et ben cet accessoire-là, à la base, c'est une calculette des années fin 70 qui a été démontée. Ils ont réutilisé la calculette. Pour trouver la vraie aujourd'hui, la calculette, c'est rarissime et c'est minimum 400-500 balles. Ah, tu vois ? Juste la calculette. Donc non, parce que moi j'en ai plein de calculettes chez moi. Si des fois ça t'intéresse. C'est pas les bonnes. Ah bah c'est pas les bonnes. Hein. Là, on va trouver une calculette avec les vieux afficheurs Nixie d'époque et tout. Là. Mais voilà, ça c'est compliqué à trouver, par exemple. Après. Parce que je vois là, tu as amené le pack de protons. Un pack de protons. Alors là, on le fabrique. Alors le pack de protons, qu'est-ce que c'est ? Le pack de protons, c'est le sac à dos, on va dire, hein, l'appareil qu'ils ont sur le dos. Ils sont sur le dos, ouais. Voilà, avec le fusil, hein, qui permet de tirer un faisceau de protons. Ce faisceau de protons fonctionne, alors pour faire simple, hein, pour vulgariser le truc, c'est un lasso. Oui, c'est un lasso qui permet d'attraper le fantôme, de le tirer au-dessus du piège, cette fameuse boîte, hein, qui s'ouvre ensuite avec une pédale et la boîte aspire le fantôme. Voilà. Et le pack de protons, là, il est formidable, on peut le décrire. Ah bah ça, c'est une réplique qui est, on va dire, presque à 100% fidèle, presque. Parce que là, cette impression que c'est pas uniquement une réplique, on a cette impression de propre, j'allais dire, propre de cinéma. Ouais. Hein, le propre de cinéma pour les éditeurs, c'est les vrais prop makers. Voilà. Les vrais prop makers. Je parle dans toutes les franchises, mais
bon, là on parle de Ghostbusters, on va rester sur Ghostbusters. Les vrais prop makers de chez Ghostbusters, ils font des répliques qui sont. C'est pas compliqué, on communique. Aujourd'hui, on communique beaucoup avec les équipes techniques Les équipes des films. de films, ouais. Là, notamment, chose qui est géniale, c'est que le dernier film, Afterlife, Ouais. Il faut savoir que toute l'équipe du film était composée de fans de la première heure des SOS Fantômes. Ouais, d'accord. Et Ben Easy, qui, on va dire, c'est le principal nom qui revient dans tout ce qui est accessoire pour le dernier film. Avec l'autorisation de Sony, il a eu l'autorisation de faire des vidéos sur YouTube pour partager avec les prop makers comme nous, D'accord. dire comment ils ont fait, etc. Donc maintenant, on arrive à avoir beaucoup d'infos pour les répliques. J'allais poser la Ce qui question. n'était pas le cas avant. Est-ce que des fois ils viennent vous voir, par exemple, Et pour Afterlife, en c'est ce disant, qui s'est passé. voilà, nous on n'arrive peut-être pas à retrouver ce qui se faisait. Est-ce que Eh vous ben, avez à justement, l'époque créé quelque chose qui, voilà, des archives un peu. Justement, c'est ce qui s'est un peu passé caché. pour Afterlife, donc l'héritage. Dans la scène où ils sont dans le sous-sol, là, le laboratoire Oui, oui, Gun, là, on voit pléthore d'objets qui Ouais. sont tirés des anciens films en arrière-plan. Oui. Il faut savoir que ils se sont pas cassés la tête à tout refaire, à tout reproduire, parce que depuis plus de 30 ans, Oui. il y a des trucs qui ont été perdus. Ils ont fait appel à des prop makers, des gars comme moi, d'associations Ouais. Ghostbusters aux États-Unis. Ils leur ont demandé s'ils pouvaient prêter leur réplique Ah, c'est formidable. pour être dans le film. C'est Ça, incroyable de c'est- se dire que voilà, le propre C'est ta objet, réplique qui est dans le ouais, film. c'est ma réplique qui est dans le C'est film. ça, voilà. Et ça, Parce c'est que absolument- parce qu'effectivement, pour parler, pour finir là-dessus, sur les prop makers, même les studios ont des problèmes. Alors maintenant, ils ont des systèmes d'archivage beaucoup Oui. plus puissants, mais jusque dans les années 80, début 90, ils n'avaient pas de service d'archives. Par exemple, on sait que Warner réutilisait les objets de films, les transformait pour les réutiliser dans d'autres films. Oui, tout à fait, ouais. Donc du coup, on peut avoir perdu des pans entiers de culture, Ah, complètement, populaire complètement. qui ne seront que visibles dans des films, C'est ça. qui n'existeront plus ailleurs. Alors que, tous les costumes du commissaire Moulin. oui, alors par voilà, exemple. oui, effectivement. L'avantage quand même avec Ghostbusters, c'est que faut reconnaître que les props qu'ils ont utilisés dans les anciens films, dans les premiers films, on les a pas revus dans d'autres films modifiés. Ouais. Le pack de protons, il est propre à SOS Fantôme. Donc l'avantage, c'est qu'il y en a qui ont été conservés dans des musées de cinéma, des Planet Hollywood, ce genre Oui. de choses. Oui. C'est d'ailleurs grâce à ces objets qui étaient exposés Planet Hollywood et autres que... Alors Planet Hollywood, pour nos auditeurs, c'est Oui. c'est une chaîne de restaurants. oui, chaîne de restaurants, voilà. Que vous trouvez aux États-Unis, donc ouais. on n'a pas dû France, y aller. États-Unis, Moi, j'ai tout une ça, carte. Ah oui, ouais, je Ouais, j'ai il y en pas a de en carte France. de Dans, film dans- encore. dans, En le, France le également, but pardon. principal était financé par des stars d'Hollywood. Oui, c'était Exactement. ça. Voilà, Le ils point de étaient tous départ, ouais. actionnaires. Le point de départ, c'était de dire vous allez manger dans un restaurant et c'est votre star à la limite qui en est le propriétaire Et ou c'est le, surtout, ou le gérant. Quoi. C'est surtout une déco qui est composée Et voilà. que d'accessoires Que d'- réels. Voilà, de que films. d'accessoires originaux, réels qui ont été utilisés Voilà. dans les films. Alors on va pas continuer à parler d'accessoires réels Oui. et en compagnie d'Yves-Marie, on va avoir d'autres questions après pour toi. Je vais juste vous proposer un deuxième extrait parce que on parlait de Ghostbusters, des univers, on fabrique son costume. Batman également, toujours en français. Tout à l'heure il fabriquait son armure et là on va découvrir d'autres choses sur le rapport au costume. Alors on est en train d'écouter, vous êtes en train d'écouter Graffiti Cinéma, on est sur Radio Vague au festival Génération Multivers et on parlait de costumes, c'était un thème qu'on voulait vraiment aborder avec tous les gens qu'on rencontre sur scène et puis Yves-Marie on en parlait de justement ce cosplay dans l'univers de Ghostbusters et on parlait de la station Proton et moi il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'elle est dédicacée Ah oui. par Monsieur Darbois, alors on peut en parler de Monsieur Darbois? Ah, pas que Monsieur Darbois, t'as pas bien regardé. Oui bah j'ai -5 à Là, l'œil gauche. derrière, alors. c'est caché là. Oui, bah, elle Bien est cachée, protégée. t'es vache. Oui, parce qu'elle est protégée. C'est Dan Aykroyd. Exactement. Dan Aykroyd, là. Dan Aykroyd. Donc mon Vache. pack est dédicacé par Monsieur Dan Aykroyd. On peut la et toucher par ou pas? Monsieur Darbois. Donc l'acteur et la voix française. Incroyable. Alors c'est vrai que là pour le coup c'est Ah, puis- phénoménal. Ouais. Puis Darbois, c'est une légende du doublage. Hein. Alors quand on les rencontre, j'imagine que ça doit être incroyable parce qu'on est un élément du film par le cosplay, mais on rencontre justement les comédiens. Comment ça se passe ces interactions-là? Alors, je vais être franc avec toi. Dan Aykroyd, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Ok. Il faut savoir que ce pack-là, il est passé entre plusieurs mains au sein de l'association. Il a toute une histoire. Hein. Il a plus de 10 ans ce pack. Il est passé entre plusieurs mains au sein de l'association. Moi, je l'ai racheté à un des gars il y a 2 ans de ça. Il était en piteux état parce qu'il avait vraiment du vécu. Je l'ai entièrement retapé. J'ai créé toute l'électronique qu'il y a dedans. Enfin voilà, amélioré, retapé. Et c'était lui qui l'avait fait signer par Dan Aykroyd C'est incroyable. à l'époque. Ouais, là, on a En revanche, c'est moi qui l'ai fait signer
par Richard Darbois, Appareil Manga, pas le dernier en date, mais celui d'avant. Ça, c'est fantastique d'avoir ça. Et ah oui, c'était Également. super, c'était super. Et puis je l'ai pas lâché, je lui ai fait signer ça, je lui ai fait signer mon coffret DVD, je lui ai fait signer le DVD, le Blu-ray de. Donc 2 heures de file d'attente juste pour toi. Dancing, pour ma femme. Voilà, Darbois, quand tu commences à lui faire signer des trucs, t'en as pour 10 ans, c'est bon. Mais ouais, j'ai ramené le. J'ai fait sensation d'ailleurs, j'ai ramené ça, paf, sur le stand, il a posé en photo avec. C'est quelqu'un de foncièrement gentil. Foncièrement gentil, pour une légende comme ça, accessible. Il est proche de son public et il est surtout reconnaissant de ce que le public lui apporte. Et ça fait plaisir de voir ça, parce que quand tu vois un gars comme lui, c'est une référence dans le milieu du doublage en France. Ça fait plaisir. Tu te sens proche de lui, quoi. Ouais, et c'est vrai que là, on voit à quel point aussi c'est une manière de casser certaines barrières dans le milieu du cinéma. Complètement. Parce qu'on imagine que le cinéma, c'est un univers fermé, que c'est très compliqué de rencontrer les comédiens. Là, on a la preuve que non, parce qu'il y en a évidemment sur le festival Multivers. On peut vous rencontrer, vous. Et évidemment, c'est tout simplement important de transmettre ces passions-là. Et puis de voir tous ces univers pop qui cohabitent les uns avec les autres, c'est absolument Mais passionnant. ça, c'est grâce au salon pop culture, salon geek, parce que il y a quelques années encore, les comédiens de doublage, ils étaient complètement relégués au second. Les gens ne les connaissaient pas. Oui. Ils connaissaient les voix, mais sans connaître les noms des comédiens, sans mettre un visage dessus. Les comédiens de doublage sont devenus de vrais stars, faut dire ce qu'il y a, grâce à ces salons qui les ont mis en avant. Alors, Et, moi, je suis étonné. Je vois effectivement les signatures sur le pack. J'ai surtout que je suis étonné que tu l'utilises. Parce que on se dit, Oui. ah là là, j'ai une signature, un autographe, je l'encadre, ça reste. ce serait tellement voilà. dommage de le laisser Et ben sur voilà. une Non, mais étagère voilà, à prendre la poussière. Et c'est ça. Et je me dis, J'ai un autographe de King voilà, Cotner il sur est mon dessus, mais pantalon, je l'ai mis, comment ça marche? Est-ce que tu t'es pas dit, bon bah, je vais m'en trouver un autre et celui-là je le garde? Non, jamais. Non, parce qu'on fait ça pour partager avec le public. Alors, il y a des collectionneurs, et je ne dénigre pas du tout, il y a des collectionneurs qui ont de belles pièces, qui les mettent sous cloche et qui les gardent comme ça en expo. Moi, je suis pas comme ça. Moi, tu vois, tout le matos que j'expose sur les salons, chez moi, il est rangé dans des cartons. J'ai pas vraiment d'endroit où je peux les exposer. Ils sont plus là pour partager pour le plaisir du partage. Voilà. Et donc, mes dédicaces, c'est pareil, elles sont là pour le plaisir du partage. Est-ce qu'il est le fait qu'il soit signé, est-ce que pas mal de monde sur les salons te disent attends. Ah bah quand ils remarquent qu'il est signé, ouais. Signé, c'est pas Quand Darbois ils remarquent qui qu'il est ouais. signé, ouais. C'est l'étonnement, ça là, fait parce tilter, que et justement, ça amène à la conversation bah qu'on vient voilà, d'avoir. c'est formidable. Alors on va te faire une offre, du coup, Oui. comme on vient de l'estimer. Alors on plaisante, Oui, mais parce c'est vrai que combien que ça c'est coûte absolument finalement passionnant. un... Alors un bon, je sais pack. pas, oui, c'est beaucoup d'années de passion, on imagine, ça. donc on va pas Alors, forcément demander un prix. Est-ce que tu lui donnes un prix ou Oui, est-ce qu'il a un une valeur pack. est-ce que tu Alors, réponds il à a une côté, valeur quoi. sentimentale évidente. En termes de prix, un pack comme celui-là, Oui. fait maison, Ouais. ça En se termes de négocie. matériaux, quoi, voilà, Voilà, tout ce qui a ça été se fait. Quoi. négocie, ça se revend, parce que t'en as qui revendent des packs et tout ça. Ça se revend dans les, on va dire, 1500-2000 euros. Ok. Sachant que De toute façon, Hasbro- en plus, le tien est un pack en état de marche. Ah oui, j'ai conçu toute l'électronique dedans, Fonctionne, en collaboration hein, avec un collègue à moi. qui Il m'a lance fait vraiment ça. le lasso, il attrape vraiment les fantômes. oui, quoi. évidemment. D'accord. Bah, C'est tout ce qui manque, le faisceau de Ah, proton. effectivement. Mais j'ai quand même un tube plasma, donc c'est comme ces boules là qui font Oui. des éclairs. Là, Ouais. quand on met... là c'est C'est un ça. tube qui est dans le fusil, donc il y a quand même des éclairs dans le fusil quand on tire. On a un capitaine Voilà. Kirk qui vient nous attaquer. On Mais avait oui, une ça question. voilà, faut compter dans les 1500 à 2000 euros pour un pack, sachant qu'aujourd'hui il y a Aslab qui en a Oui. fabriqué suite à la sortie de l'héritage Ouais. en crowdfunding aux alentours de 400-500 euros, je crois qu'ils les vendaient. Ah ouais, Pour quelque chose qui était vraiment c'est un peu plus abordable. Ça correct. permet de. Oui, Ah bah, entre le jouet et la collection, on va dire. Tu ouais, vois. c'est ça. Et, mais limité à ceux qui ont participé au crowdfunding, malheureusement. Ouais, alors, il faut surveiller un peu ces réseaux et savoir où ça C'est se ça. passe pour pouvoir le faire. Est-ce que vous voulez une question de transition? Je suis prêt pour une question de transition. Moi, On je est suis prêt chaud. pour J'ai tout. posé ma Ça question sent le débile tout à l'heure. multivers. Non, parce qu'on va parler de doublage tout à l'heure. Et justement, Yves et Marie, je voulais te demander, parce que moi, ça m'a marqué quand je regardais Ghostbusters. Ils sont passés sur Netflix il n'y a pas longtemps. Et c'est la première fois où j'ai eu l'occasion de les voir en VO. Et c'est vrai que la VF, on en parlait avec Richard Darbois, est tellement incroyable d'inventivité que je me dis, ah, c'est dingue. J'adore les comédiens en VO, mais j'ai mes souvenirs d'enfance de VF. J'étais un peu perturbé. Alors je voulais te demander ton avis aussi également. C'est vrai que quand on a vu des films en VF, quand on était plus jeune et tout ça, on reste accroché à la VF. Mais il faut reconnaître quand même que sur Ghostbusters particulièrement, la VF est d'une qualité hallucinante.
Bon, Richard, une fois de plus, Richard Darbois, il est phénoménal dans Cette ses scène de doublages. l'interrogatoire, Il est elle est à phénoménal, tomber. ce comédien de doublage. Mais il y a un truc aussi tout bête, tout simple dans SOS Fantôme, c'est quand on entend dans SOS Fantôme 1 les New-Yorkais scander SOS Fantôme. Quand tu le chantes, quand ils le scandent en français, ça fait SOS Fantôme, SOS Fantôme. Ça a un impact, ça a un truc, ça sonne tellement plus musical, tellement mieux que la VO où c'est Ghostbusters, Ghostbusters. Ouais, il y a une petite Tu vois ce que anecdote je veux dire sur ce passage-là, c'est parce qu'en fait au début ils n'avaient pas les droits pour Ghostbusters Tout le à nom, fait. donc ils l'ont enregistré. En fait c'est grâce à ce passage-là que le film est resté Ghostbusters. Exactement. Sinon je ne À sais la plus base, comment ils ça n'avaient devait pas les droits s'appeler. parce qu'il y avait un anime qui Voilà. s'appelait Ghostbusters en 2 mots. D'accord. Donc ils se sont battus longtemps pour avoir le droit d'utiliser le nom. Sinon c'était Ghost Je sais plus non plus. Hunters. Hunters. Ghost Hunters, merci. Et c'est grâce à cette scène Et finalement c'est- qu'ils ont réussi à Mais l'imposer. il faut quoi. savoir qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées Alors, deux les fois à deux, ouais, l'époque. avec les deux, avec les deux modèles. Ghostbusters et Ghost Hunters jusqu'à ce qu'ils obtiennent les droits. Et en effet, cette fameuse scène du public qui scande, ça sonnait tellement mieux en anglais. Oui, en anglais. Ghostbusters que Ghost Hunters qu'ils ont fait des pieds et des mains pour récupérer ce nom-là. Mais pour en revenir à la VF, je trouve que ça sonne encore mieux en VF. SOS Fantôme, c'est l'impact, on se le prend dans la tronche, c'est génial, quoi. Et on ne manquera pas de le crier. On conseille justement à tous ceux qui nous écoutent de le crier en découvrant le stand d'Yves-Marie justement. Et bah, c'était un plaisir, un grand merci. Eh ben, encore toujours une un fois. plaisir de vous rencontrer, Oui, les gars. nous de même, et on apprend énormément de choses et la passion se transmet. Les amis, on va avoir une pause musicale et on va découvrir encore d'autres personnes qui nous parlent de costumes et d'univers de pop culture autour de la table. On a les vents passés, on se retrouve juste après au festival aux Générations Multivers.